Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux très beaux exemplaires de Mustang Mach-1 et on va faire un petit peu le detailing, en fait, les différences esthétiques entre une 69 et une 70. Considérant qu'il y a quand même des écarts, il y a quand même des différences même au niveau des motorisations. C'est des voitures qui sont cousines, mais qui ne sont pas complètement identiques, et on a remarqué avec nos clients qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à les différencier ou qui se trompent. Donc on a décidé, c'est ce qui nous a donné l'idée de faire cette vidéo et de vous expliquer point par point à quoi on reconnaît une 69, quelles sont ses spécificités, quels sont les changements en 70. Voilà. Principalement, déjà en termes de production. En 69, il y a eu presque 300 000 exemplaires de Mustang. Donc ça, c'est une 69, hein, d'accord, voilà, pour ceux qui ne savent pas. 300 000 exemplaires de Mustang, toutes carrosseries confondues, donc coupé grande D, ce qu'on appelait, les fastback, enfin les sports roof exactement, et les cabriolets. Il y a eu à peu près 300 000, un peu moins de 300 000 exemplaires. Par contre, il n'y a eu que 72 458 Mach-1, comme ça. En 70, il y en a eu beaucoup moins de fabriqués. Il y en a eu 197 045 exemplaires, exactement, en 70. Et il n'y a eu que 40 970 exemplaires de Mach-1. Ça veut dire qu'en 69, il y a eu 24% de Mach-1. En 70, il y a eu 22% de Mach-1. Il y en a eu un petit peu moins en 70. Ça, c'est pour les chiffres de production. En 69, vous avez eu, bon, dans les Mach-1, hein, d'accord, le moteur de base, c'était le 351 Windsor, qui faisait 290 chevaux. Vous aviez après, en option, vous aviez le 390 cubic inch qui équipe cette 69, donc qui faisait 320 chevaux. Et vous aviez le 428 Cobra Jet qui faisait 335 chevaux. N'oubliez pas, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, pour ceux qui nous suivent, les valeurs étaient à l'époque baissées volontairement. C'est-à-dire qu'un 390 qui faisait 320 chevaux, il pouvait en faire 330, 350. Les 428, c'était pire, ça faisait presque 400 chevaux, un peu moins de 400 chevaux. C'était volontairement baissé pour ne pas affoler les assurances. Donc, après le 428, vous aviez l'exclusif 429, le Boss 429, qui était vraiment réservé à la compétition. Il y en a eu 850 de fait. Bon, c'est tellement exclusif qu'on ne va pas en parler là. Donc là, vous avez une Mach-1 69 390, boîte méca. Et là, vous avez une Mach-1 70 351 Cleveland. En 70, c'est la première année de sortie du Cleveland, qui était un moteur enfin, la dernière génération en fait des blocs 5 litres 8, qui était quand même la cylindrée de base aux États-Unis. Vous aviez donc le 5 litres 8 Windsor là-dedans, qui a été dans la gamme a été rajouté le 5 litres 8 Cleveland. Un 5 litres 8 Cleveland, c'est pas du tout la même architecture qu'un Windsor. On essaiera de voir ça après. Déjà, en termes de culasse, en termes d'ouverture de V, en termes de puissance, le Cleveland, c'était vraiment un moteur formidable à l'époque. Et c'était un moteur qui avait été plus ou moins étudié pour la compétition, c'est-à-dire les NASCAR et les Pro Stock. Donc, c'était vraiment la référence des small blocks à l'époque. Les différences, le jeu des 7 différences. Bon, déjà, vous ne fiez pas à la hauteur de caisse. Il y en a une qui est volontairement rabaissée. Et il y en a une là, c'est la 69, elle est complètement restaurée, donc tous les cylindres blocs, les triangles, etc., tout est neuf. Donc elle est au-dessus roue parce que tout est brand new, d'accord? Et celle-ci, elle a été volontairement rabaissée. Vous enflammez pas non plus, toutes les deux sont vendues. Celle-ci, elle part demain, donc on fait la vidéo juste avant. Et celle-ci, elle a été même réservée à moi-même d'arriver. Bon, donc une fois que ça c'est dit, on va regarder. Alors, 69, on commence par 69. La face avant, bon, vous avez tout remarqué, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de, c'est pas si difficile à voir. Les phares sont à l'extérieur, les phares de route donc sont rapprochés dans la calandre et vous avez des fausses ouïes latérales ici. C'est vraiment, quand on voit les voitures à l'avant, c'est vraiment le plus important. Les anti-brouillards sont dans la calandre sur 69, ils sont supprimés en 70. Les clignotants qui étaient en 69 ici et là, ils sont repris dans la calandre en 70. Dans les grandes lignes, sinon le capot est le même. Les attaches rapides de capot, ce qu'on appelle les hood pins. Donc là, c'est hood pin en 69 et twist pin en 70.
C'est-à-dire que là, on les enlève. Hop, on fait comme ça. On fait sortir le petit loquet comme ceci. D'accord? Voilà. Alors qu'en 70, c'est juste à tourner. Voilà. Il y a une petite différence comme ça. Là, vous avez les deux hood scoops, ce qu'on appelle les hood scoops de capot, avec le Black Hood Treatment, c'est-à-dire le traitement de capot noir sur la 69. Et là, vous avez les bandes avec la reprise de la cylindrée sur le capot. Donc, vous voyez aussi la différence de teinte, évidemment. Là, vous avez un Candy Apple Red qui est repris sur toutes les générations d'avant depuis 65. Et là, vous avez un Calypso Coral qui est la première année en 70. Donc, il y en a une qui est plus rouge, l'autre qui est plus orangée. Dans les faces avant, le pare-choc reste à peu près le même. C'est vraiment les calandres qui changent, la position des phares. Le capot est identique aussi. On a toujours ce même bosselage comme ça en pointe ici et là. En 70, nouvelle norme de visibilité. Donc, les clignotants, ils viennent beaucoup plus haut, beaucoup plus visibles comme ça sur l'aile. Alors qu'en 69, ils sont beaucoup plus anecdotiques, beaucoup plus cachés comme ça. Les jantes Magnum 500, alors rigoureusement identiques, reprise complète. Là, ils n'ont rien changé, toujours avec le petit logo du cheval au centre. Voilà. La signalétique Mach 1 change. En 69, vous avez des bandes rétro-réfléchissantes. Alors ça, c'est super beau. Quand on est de nuit et qu'on est éclairé par les phares, vous avez toute la bande qui s'éclaire, qui est rétro-réfléchissante. En 70, ils arrêtent et ils mettent juste ces plaquages en aluminium peint noir avec le logo Mach 1 quand même, parce qu'il faut quand même bien identifier ce qu'on a sur la route. Les Mach 1, elles ont un intérieur spécifique qui est repris 69-70, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que on a ces sièges qui sont beaucoup plus englobants, beaucoup plus volumineux, avec la bande rouge sur le milieu comme ça. Et on a ce qui existe sur les deux, oui, c'est ce qu'on appelle le Wood Grain Package, d'accord, Luxury. En fait, c'est l'intérieur Luxury. Hein. Ça, c'est l'intérieur Luxury. Et vous avez le Wood Grain Package, c'est-à-dire le faux bois de pétrole sur les instruments de bord, sur le passager comme ça, et aussi au niveau de la console centrale. Voilà, ça c'était spécifique au Mach 1. Les Sports Roof 69-70 basiques sans Mach 1 avaient des intérieurs avec des sièges surtout qui étaient plus ressemblants à un intérieur de 68 standard. Voilà, donc avec beaucoup moins haut, pas d'appui-tête, enfin l'appui-tête intégré comme ça, pas d'appui-tête, bon, plus comme une 68. En 69, donc, vous avez aussi une petite différence dans les volants. En 69, vous avez un volant comme ça avec des petits trous-trous, voilà, comme ça, toujours en 3 branches, mais avec des petits trous-trous. Alors qu'en 70, c'est plus des petits trous-trous, c'est des petites bandes avec un insert argenté, voilà. Donc, hormis le volant, qui est légèrement différent, et le klaxon qui se trouve dans le volant, en 69, sur les Mach 1, vous avez l'option contour. Beaucoup ne l'ont pas. Et là, cette version-là, le tableau de bord avec le contour, il est intouchable, il est difficilement trouvable, et il est hors de prix quand on le trouve. Donc, cette version-là a le contour d'origine, ça ne se refabrique plus. C'est-à-dire que vous reconnaissez un compteur, enfin, un tableau de bord de 69 avec contour d'origine parce qu'il a le totalisateur journalier dedans et les refabrications ne se font plus. Autre point en 69, la clé, donc la clé de contact, hop, elle se rentre dans le tableau de bord, ici même, alors que en 70, elle est sur la colonne. Petite spécificité des modèles. Elle n'est plus sous le tableau de bord, mais elle est juste derrière le volant. Cette version, par exemple, n'a pas le contour parce que c'était une option. Cette version-là, et l'option est très rare et très chère. En 70, donc, vous avez une nouvelle boîte automatique qui sort, qui est la FMX, alors que sur la 69, les boîtes automatiques, c'est les C4. Il y a des types différents, c'est toutes les deux des 3 vitesses. C'est des différences de conception. La FMX, c'est peut-être un petit peu plus moderne, évidemment. Là, on ne voit pas la C4 là-dedans, parce que là, vous avez une boîte manuelle 4 vitesses qui va merveilleusement bien avec un 390. Et donc, c'est la
l'exceptionnelle boîte manuelle Ford Top Loader qui est indestructible quand elle est bien entretenue, entre guillemets, et bien utilisée. En 69, vous aviez déjà la possibilité d'avoir les louvers qui n'est pas dessus, mais que vous voyez sur la 70 là. Donc les louvers, c'était une option qui était particulièrement prisée dans les états chauds, parce qu'en fait, ça évitait de cramer les banquettes arrière, ni plus ni moins, et la console arrière dans les pays qui étaient ensoleillés. Donc ça baissait un peu la température intérieure des voitures. Ensuite, ce que vous avez sur celle-ci, vous n'avez pas sur celle-là, c'est l'aileron arrière. Alors non, c'est pas du tuning, non, c'est pas, vous n'êtes pas dans Fast and Furious. C'était d'origine, c'était une option d'origine constructeur. Donc souvent vous aviez l'aileron arrière comme ça, qui est réglable en inclinaison, et vous aviez le béquet avant que vous avez dû voir tout à l'heure au début de la vidéo, qui n'est pas sur la 390, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le béquet, le spoiler avant, elle n'a pas le béquet arrière non plus. Maintenant, bon, on aime, on n'aime pas, il y a les deux versions. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'aileron arrière, surtout que c'est d'origine. Mais sans c'est joli aussi. Il n'y a pas de secret. De toute façon, 69, 70, c'est des très belles autos. Ensuite, 69, vous avez cette fausse prise d'air. Alors, c'est factice, hein, ça aère pas les freins. Il y en a aux États-Unis qui les ont ouvertes à l'intérieur et qui ont aéré les tambours. Mais d'origine, c'est pas aéré, c'est factice. Et en 70, ça disparaît. Voilà. Vous avez le petit logo aussi du cheval, du cheval courant qui disparaît dans les 70. Et après, vous avez l'arrière. Alors l'arrière, on croit toujours, enfin beaucoup croient que c'est les mêmes. Pas du tout. En 69, vous avez encore cette forme arrondie de la 68, comme ça, mais avec les feux droits. C'est-à-dire que la base est bien incurvée comme la carrosserie, par contre le feu est droit. Contrairement à 68 où le feu aussi est incurvé. Toujours la trappe à essence ici. Le rappel du Mach 1, parce qu'il ne faut pas déconner, quand on met le pognon, bah, il faut le voir aussi sur la route, hein, c'était l'époque. Les petits logos Mustang. Bon, après, le pare-choc est rigoureusement le même. Et toujours les répétiteurs de marche arrière et les sorties doubles comme ça de chaque côté, spécifiques au Mach 1. 70, on change rigoureusement quand même de face arrière. On oublie l'incurve du panneau arrière. On redevient droit, on remet un faux nid d'abeille comme ça. On a toujours la trappe à essence Snap-on comme ça. Ils sont complètement différents, ils redeviennent plats comme les premières générations. Le pare-choc est même. Les échappements sont la même que 69, c'est juste que là, ils ont un petit peu été optimisés, donc ils ont été ouverts, mais c'est pas d'origine. Et vous avez toujours les répétiteurs de marche arrière derrière avec la plaque au centre. Voilà. La signalétique au niveau du Mach 1 change un petit peu. Vous avez un grand bandeau noir avec le logo Mach 1 qui est repris d'ailleurs sur les Mustangs modernes aujourd'hui, hein, parce qu'ils n'ont rien inventé. Hein, d'accord. Ceux qui ont inventé, c'était cette époque-là, c'est pas maintenant. Donc, vous n'avez plus l'autocollant Mach 1, vous avez des lettres en relief, donc métallique. Donc, retenez qu'en 70, face avant, face arrière différentes, intérieur quasiment identique. Et surtout 70, l'arrivée du 351 Cleveland. C'est vraiment l'élément le plus marquant en fait dans cette époque. Le 351 Cleveland, c'était vraiment un moteur qui avait été conçu pour la NASCAR ou pour la compétition en général et qui a été mis sur les voitures de grande série, dont les Mustangs. Donc en 4V, on va regarder d'ailleurs, je vais vous le montrer. Vous aviez des versions 2V, des versions 4V. 2V, 4V, ça veut dire quoi? C'est un double corps, carburateur double corps ou carburateur 4 corps. On va regarder ensemble. Les moteurs 4V avaient donc un carburateur 4 corps, mais elles avaient aussi des culasses spécifiques. On reconnaît les culasses 4V parce que c'est tout simple, il y a un petit 4 dans le coin, ici, tu peux regarder, voilà. Là, on a un petit 4, et quand ce sont des doubles corps, on a un petit 2. Les 4 corps, évidemment, sont beaucoup plus rares. Le bloc 4 corps faisait 330 chevaux dans cette époque-là. C'est quand même un gros bloc. Il a en fait des chambres de combustion semi-hémisphériques. La disposition des soupapes est pas du tout la même, c'est beaucoup plus évolué. Il y a un meilleur rendement, il y a une meilleure combustion. Et à l'époque, ils avaient fait des tests. Ils arrivaient à baisser les consommations comme un 3 litres 3, 6 cylindres de base de ces générations-là. Donc, c'était au niveau efficiency, au niveau
au niveau rendement, c'était bien meilleur qu'un 351 Windsor, par exemple, qui était le cousin germain. La différence entre les deux, c'est que le Windsor, il a sa pipe d'admission qui reçoit l'eau de liquide de refroidissement, alors que le Cleveland a sa pipe d'admission sèche, c'est-à-dire que l'eau rentre dans le bloc là, alors que dans un Windsor, l'eau, elle rentre dans la pipe. Quand vous ouvrez un capot et qu'on vous dit que c'est un 351, c'est principalement les deux grosses différences qui vont vous sauter aux yeux pour comprendre qu'il y a un Cleveland ou un Windsor. Donc, en 69, le Cleveland n'a jamais existé. Mais vous verrez sur les annonces ou sur les salons des Mustang 69 avec des Cleveland, ça ne les dérange pas. Et puis, si vous ne le voyez pas, bah, tant pis pour vous. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Donc, Cleveland, pipe d'admission sèche. Windsor, pipe d'admission avec l'eau du liquide de refroidissement. Voilà. Hop, on referme. Vous avez vu l'état de la mécanique, c'est beau. Hop. Tac. Bon, le 390, on a pu le nommer, hein, parce que c'est aujourd'hui, il est connu, archi connu. C'était pas forcément les meilleurs blocs de l'époque, mais aujourd'hui, ça reste quand même une référence quand on veut du cubage. Là, donc, on a un bloc FE, Ford Edsel, ça voulait dire FE. Donc, 6 litres 4. Donc là, ça faisait 320 chevaux. C'est gorgé de couple. Ça prend pas beaucoup de tours. De toute façon, c'est pas fait pour, comme tous les big blocks. Mais ça a beaucoup de couple en bas des tours. C'est surtout avec la boîte manuelle, c'est un vrai régal. C'est très agréable à conduire. Le FE, il a, comme les Windsor, la pipe d'admission pleine d'eau. Donc on voit la différence ici, c'est-à-dire que là on a le conduit à 45 degrés pour alimenter la pipe d'admission en eau. C'était les anciennes générations de conception de V8 Ford. Le reste est à peu près identique. Toutes les Mac-One n'avaient pas les freins à disque. En 69, c'était une option. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une Mac-One 390 ou 428 avec 4 freins à tambour non assistés, ça ne dérangeait personne. Les disques étaient une option. Par contre, en 70, on pourrait penser qu'ils ont senti que c'était une connerie et ils ont mis les disques de série sur les Mac-One. Grand bien leur en face. Mais en 69, bon, fallait... Bon, bah, c'était des hommes, quoi. Hein. C'était les freins, c'est pour les lâches, quoi. On peut considérer ça comme ça. Là, les deux ont les freins à disque assistés. Mais en 69, c'était une option, même sur les hauts de gamme. Voilà. Voilà, dans les grandes lignes, vous avez déjà un aperçu des différences qu'il peut y avoir entre ces deux générations. Ça reste des très belles autos. La 70 a longtemps été boudée, pourtant elle a une super gueule et puis ce moteur est exceptionnel. Ça remonte en force, les prix commencent à grimper aux États-Unis, elle commence à être recherchée. Une 351 Windsor 69, belle comme ça, bien restaurée, on est dans les 80 000 euros. Oui, je sais, il y en a à 40 000, mais allez les voir. Celle-ci, elle est en 3,90, elle est sortie à 90 000 euros. J'ai réussi à l'attraper et puis l'acheteur qui l'a prise, il a très bien compris. C'est un cadeau, parce que dans cet état-là, à 90 000 balles, on n'en trouve plus. La 70, elle grimpe en tarif parce qu'elle suit l'évolution des générations précédentes. Une 351 Cleveland comme ça, dans cet état-là, on l'avait vendu 65 000 euros. Je suis plus capable de faire aujourd'hui à ce prix-là dans cet état-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est 70, 75. Arrivé ici, tout payé, hein, je dis toujours pareil. Hein. Encore une fois, les haters ou tous les débiles qui se croient plus malins que moi, allez en acheter ailleurs, il n'y a pas de problème. Allez voir les voitures, allez comprendre. Et puis vous reviendrez peut-être vers moi en me disant t'avais raison, elle était moins chère, mais elle était pas belle. Hein. Oui, et comme toujours. Donc, là, on est plutôt 80, 90. On a vendu une Cobra Jet à 140. Elle est partie aussi parce que les gars qui nous achètent les voitures, ils savent le prix du marché. Donc, c'est difficile de trouver une belle Mac-One authentique, matching, même avec le small block 351 Windsor, en dessous de 80. Et là, elles sont un peu moins chères. Elles sont à 10 000 euros de moins, à peu près 10-15 000 euros de moins. Mais c'est des valeurs grimpantes. Je parle même pas des 428, elles sont au même prix que celle-là. Enfin bref, c'est surtout les prix d'appel en small block 351
Et en vrai Mac-One, j'insiste bien, les vrais Mac-One, parce que des répliques, c'est facile à faire. Là, il y a juste des stickers à mettre. Là, il y a juste des petites bavettes. C'est simple comme bonjour. C'est les numéros après qui vous disent si c'est une vraie ou une fausse. Et il y a beaucoup, beaucoup de fausses. Donc là, on est sur 2 authentiques, ce qui fait le tarif. C'est qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Je vous ai dit les chiffres tout à l'heure. Donc, si vous ne l'achetez pas chez nous et que vous l'achetez ailleurs, vous ne laissez pas berner. Soyez méticuleux dans la recherche de vos autos. C'est des voitures qui valent de l'argent quand elles sont originales. Quand je dis originales, c'est-à-dire qu'elles sont matching. Quand ça commence à être de la bidouille, de la fausse, de machin, ça vaut rien. Parce qu'il y en a plein des fausses. Les vrais sont rares. Les vrais sont chers. Les vrais sont recherchés. Et les vrais se vendent. La preuve. D'accord ? Donc, n'oubliez pas tout ça quand vous êtes à la recherche d'une Mustang. Vous avez les grandes lignes. Vous avez les cartouches pour pouvoir aller voir une voiture et ne pas vous faire berner. Au plaisir de vous rencontrer dans le hall ou dans un salon ou nous voir en vidéo. C'est grâce à vous aussi qu'on existe. Donc, à bientôt. Au revoir.